À l'écoute de Sud FM Sen Radio, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé à la une de ce journal. La déclaration de patrimoine pour tous les ministres. Le chef de l'État Macky Sall instruit le gouvernement à se conformer à la loi des dispositions longtemps violées par les membres du gouvernement. Le président Sall doit faire plus qu'un rappel. Le coordonnateur du Forum civil, Abdou Aziz Diop, exige des sanctions. L'enseignant-chercheur en sciences politiques, Maurice Soudieck-Dione, estime que le président de la République veut reconstruire son image après les moultes scandales qui secouent le palais de la République. Il sera l'invité de la rédaction. Dans ce journal également, la nouvelle convention collective des journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias. La question a encore été abordée hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a demandé au ministre de la Communication d'accélérer la cadence, du réchauffer selon le secrétaire général du SYNPICS, puisque c'est la troisième fois que Macky Sall donne des instructions. Vous l'entendrez, Bamba Kassé, dans cette édition d'information. Et puis la pandémie de Covid-19 en chiffres, 156 personnes emportées par le coronavirus, 3 décès supplémentaires annoncés ce jeudi, 8481, c'est le nombre de cas déclarés positifs dans le pays, 112 nouvelles contaminations révélées par le directeur de la prévention, Dr Mamadou Ndiaye, a fait le point de la situation ce matin. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. L'actualité internationale sera remise. La revue de presse de Adjane Mahim Ndiaye va compléter ce Sud Midi, mise en onde aujourd'hui par Pape Abdoulaye Dieye. Les détails, c'est après ceci. Sud Midi. Babacar Samb qui vous dit bonjour et bienvenue. Parlons de la déclaration de patrimoine avant la fin du mois d'août pour tous les ministres. Le chef de l'État Macky Sall a rappelé hier, mercredi, en Conseil des ministres au gouvernement l'impératif de se conformer à la loi. Les membres du gouvernement ont tous violé en tout cas la loi sur la déclaration de patrimoine qui doit se faire 3 mois après la prise de fonction. 1 an après, le président Macky Sall doit faire plus qu'un appel, qu'il traduise ses intentions et fait d'annonces en actes et sanctionne pour une gouvernance vertueuse. Réaction en tout cas du coordonnateur adjoint du Forum civil, Abdou Aziz Diop, il est avec Seigneur. D'abord, sur le principe, ils ont tous violé la loi. Selon la loi sur la déclaration de patrimoine, elle doit se faire dans les 3 mois après la prise de fonction. Et la déclaration de sortie doit se faire dans les 3 mois après la fin de fonction. Mais 1 an après que le président vienne demander à ses ministres et donner même un ultimatum à ses ministres de faire ces déclarations, alors que lui, il est le premier concerné. Lui-même, il n'a pas encore fait sa déclaration après avoir été réélu. Donc je pense qu'ils ont tous violé la loi. Et selon le rapport de l'OFNAC, le dernier rapport, le rapport de 2018, sur les 865 personnes qui sont considérées comme assujetties, seules 558 ont fait leur déclaration de patrimoine. Et le reste, cela veut dire quoi? Qu'il faudrait que le président de la République vraiment passe des effets d'annonce ou qu'il traduise ses intentions en recommandations et en actions fortes, en termes de réforme, en termes de sanctions positives et négatives. Mais on en a entendu lors de la publication des rapports de la Cour des comptes, le président a parlé d'une commission. Hier, on l'a entendu encore parler d'ultimatum. Vraiment, je pense que le président aujourd'hui, il doit quand même revoir toutes ces questions de gouvernance, mais surtout à travers l'exemplarité de nos dirigeants. Parce que tout est question d'éthique et de responsabilité. En tout cas, le choix du moment s'explique pour des raisons politiques liées aux nombreux scandales, des difficultés qui entachent donc l'image du régime en place. Aujourd'hui, Macky Sall veut reconstruire son image. Pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, on est plus dans la communication et la manipulation politique. Dr Maurice Soudieck-Dione avec El Hadji Malick Ndiaye. Le choix du moment peut s'expliquer pour des raisons politiques, parce qu'en réalité, il y a eu plusieurs scandales qui ont été révélés à l'opinion sur la gestion de la pandémie du Covid-19, sur le scandale récent lié
au Gazelle Oryx et à tant d'autres scandales sur les questions foncières, sur les affaires décidément qui se multiplient et qui sont portées à l'attention de l'opinion publique sénégalaise et qui sont autant de goulots d'étranglement, autant de difficultés qui entachent l'image du régime en place. Et il faut dire que le président de la République, en 2012, avait été élu sur une base essentielle, c'était de changer la gouvernance. La gouvernance du président Abdoulaye Wade, qui était une gouvernance pétrie de népotisme, de clientélisme, de violation et de négation des droits et libertés. Et sur ce plan-là, on a pensé qu'avec l'arrivée du président Sall, il y aurait eu des avancées significatives et cela n'a pas été le cas. Les difficultés les plus marquantes par rapport à la gestion du régime du président Sall, c'est justement sur ces questions relatives à la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, c'est une façon de reprendre un peu l'initiative, mais je crois qu'on est plus dans la communication politique, dans la manipulation politique, mais que cela ne traduit pas une réelle volonté d'appliquer les règles de la bonne gouvernance, parce que le président est au pouvoir depuis maintenant un peu plus de 8 ans, et on attend de voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait pendant 8 ans, parce qu'il a eu l'obsession de la réélection en reconduisant les mêmes pratiques que son prédécesseur. Eh bien, je pense que ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à le faire. Les propos du docteur Maurice Soudieck-Dione, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Il sera l'invité de la rédaction. Manque de volonté politique réelle dans la transparence de la gestion des affaires de l'État. Telle est la conviction de Thierno Bocoum. Selon le président du mouvement Agir, il est inadmissible que des années après la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement traîne toujours. Pour lui, ce moment devrait être l'heure de vérification de leurs avoirs après déclaration. Thierno Bocoum avec Josette Kali. Nous pensons d'abord que la déclaration de patrimoine est un très bon instrument devant permettre de faciliter la reddition des comptes. N'oubliez pas qu'en 2012, le président Macky Sall avait comme souhait de mettre en avant la reddition de comptes, de mettre en avant la transparence dans la gestion des deniers de l'État. C'est d'ailleurs dans ce contexte que l'OFNAC, entre autres instruments, ont été créés. Et la déclaration de patrimoine était inscrite à l'ordre du jour pour que ça puisse être fait au niveau de l'OFNAC. Nous nous rendons compte que plus de 7 ans après, on en est encore là à demander à ce que les ministres fassent leur déclaration de patrimoine. C'est inacceptable. Il y a un problème de volonté politique réelle dans la transparence dans notre pays, dans la gestion des deniers publics dans notre pays. Il y a un problème de volonté politique pour qu'il y ait une transparence. Et c'est cela qui est dommage parce que les mécanismes ne suffisent pas. Les lois ne suffisent pas. Les instruments qu'on met en place ne suffisent pas. Ce qui est important, c'est la volonté manifestée par le président de la République et cette volonté a fait défaut pendant plus de 7 ans. C'est un constat d'échec total qu'on est en train de faire et c'est très dommage. Maintenant, c'est à voir si les ministres vont respecter parce que ce n'est pas la première fois que le président de la République se prononce sur la déclaration de patrimoine. Il n'y a pas eu de fait, on verra ce qui va en venir. Cette volonté politique devait se manifester depuis 2012. On ne devait même pas être là à demander la déclaration de patrimoine ministre. On devait plutôt comparer leur avoir déclaré avec leur avoir après quelques années d'exercice du pouvoir. C'est cela la transparence, c'est cela la reddition des comptes. Mais qu'on en arrive au point de départ, alors que le point de départ devait être 2012. Aujourd'hui, il y a énormément de ministres qui sont là depuis lors. C'est vraiment dommage qu'on en soit à ce niveau. Donc, c'est pas que je n'y crois pas, je constate qu'il l'a dit, c'est un fait. Qu'est-ce qu'il en sera de la réalité, ce que les ministres feront de ces directives de la République. On en saura quelque chose dans 40 jours. Voilà, puis retenez que le chef de l'État Macky Sall a rappelé hier en Conseil des ministres ouvertement l'impératif de se conformer à la loi par rapport à la déclaration de patrimoine avant la fin du mois pour tous les ministres. Autre question encore abordée hier en Conseil des ministres, c'est la nouvelle convention collective des journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias. Le chef de l'État Macky Sall a demandé au ministre de la Communication d'accélérer la cadence pour finaliser cette nouvelle convention.
du réchauffé selon le secrétaire général du CNTS, puisque c'est la troisième fois que Macky Sall donne des instructions sur le sujet et qui ne sont pas appliquées. C'est ce que déplore en tout cas Bamba Kassé, secrétaire général du CNTS, qui dit attendre concret cette fois-ci. Nous l'écoutons au micro de Mame Diarra Sy. Je voudrais rappeler que le 26 février, puis le 6 mai, puis hier le 15 juillet, à 3 reprises donc, lors de la réunion du Conseil des ministres, le secteur de la presse a été abordé. Je voudrais également rappeler que, à ces 3 occasions, ce qui a été demandé, c'est que les textes soient finalisés. Donc, je pense qu'on va parler dans le gouvernement. Alors, vous dites que c'est 3 fois que le chef de l'État donne des instructions en vain, donc ça veut dire que cette fois, bon, vous vous attendez à du concret. Mais oui, je pense que c'est assez révélateur peut-être au malaise qu'il y a au gouvernement. Nous nous attendons à ce que le gouvernement acte et réagisse enfin, parce que sinon ça ne rien du tout. D'accord. Maintenant, ce qui est de la convention particulièrement, vous le savez, c'est un cheval de bataille de la culture du CNTS depuis son élection en janvier 2019. Eh bien, nous avons porté cette revendication-là. Si aujourd'hui le président de la République s'y prononce, nous sommes preneurs. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que concrètement, rien ne peut se faire sans que les décrets d'application liés au code de la presse ne soient pas pris. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a parce que procéduralement, toutes les étapes ont été franchies par la convention, de la signature à la publication de l'arrêté d'extension, en passant par l'avis d'extension. Donc, toutes les étapes sont franchies, ce qui est la convention. Il reste juste à prendre le décret qui va spécifier ce qu'on appelle compte de presse. À partir de là, certainement, les choses vont être concrètement réalisées. Bamba Kassé, secrétaire général du CNTS, autre réaction, celle du président du CDEPS, le conseil des diffuseurs éditeurs de presse sénégale. Il estime que le chef de l'État veut mettre la charrue avant les bœufs et cela ne va pas arranger la presse qui fait face à beaucoup de difficultés surtout en cette période Covid-19. Pour Mamadou Kane, les priorités sont ailleurs. Propos qui Mame Diarra Sy. Il faut souligner que la convention collective est une des mesures qui devait permettre un meilleur cadre juridique, social et économique des entreprises de presse. Il y avait le code de la presse qui a été adopté en juin 2017 et il y avait également des textes d'application de ce code de la presse parce que sans ces textes d'application, le code de la presse est une sorte de coquille vide. Malheureusement, ça fait maintenant 3 ans que ce code-là a été adopté, mais depuis 3 ans, aucun texte d'application n'a été pris pour donner vie, pour donner contenu au code de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des textes extrêmement importants tels que le statut de l'entreprise de presse, différencie l'entreprise de presse des autres entreprises de presse, lui donne certains avantages d'un point de vue juridique et fiscal. Il y a la loi sur la publicité, parce que comme vous savez, le texte sur la publicité de 1983, c'est une loi qui elle-même avait pas connu de texte d'application. Il y a la création d'un fonds de développement de la presse qui également améliorerait beaucoup le financement des entreprises de presse. Donc aujourd'hui, demander l'application de la convention alors qu'un cadre propice n'a pas été créé par le code de la presse, c'est un peu mettre la charge à les deux. Et ensuite, vous devez pas savoir aujourd'hui que la crise économique profonde qui secoue les entreprises de presse a été encore aggravée par la crise de la Covid aujourd'hui au niveau des entreprises de presse. Un problème de survie se pose. Nous risquons des licenciements, nous risquons des fermetures d'entreprises de presse. Donc l'actualité aujourd'hui, c'est de voir comment permettre aux entreprises de presse dans ce contexte de crise de pouvoir survivre. Et puis, je retenais que le chef d'État Macky Sall avait aussi annoncé hier en Conseil des ministres la relance de l'industrie pharmaceutique, donc Métis Sénégal, travailleurs de l'industrie Métis Sénégal peine à attendre son effectivité. C'est le statu quo sur les revendications des travailleurs qui sont restés 6 mois sans salaire, nous dit Moussa Thiam, que je dis bonjour.
Bonjour, Boubacar, vous l'avez dit, il faut souligner que ces travailleurs de Médis Sénégal, donc de l'industrie pharmaceutique basée sur la route de Rufisque, ne savent plus où donner de la tête. Ils demandent où trouve le blocage sur le projet de relance de l'industrie. Donc, alors 5 milliards ont été injectés, et alors même le chef de l'État avait donné des instructions fermes sur sa relance. Notez également qu'on a encore annoncé des projets de révolue, mais jusque-là, il faut dire que ces travailleurs ont continué de réclamer le passif, car ils indiquent que c'est un licenciement abusif et non un licenciement économique, comme l'a annoncé donc la direction de l'administration qui campe toujours sur sa position de ne pas régler le passif. D'après un délégué que nous avons actuellement, les travailleurs se disent quand même pour la relance et c'est également la volonté de l'État, car on nous signale même qu'il y a, on annonce également une rupture de certains produits dérivés comme le balisé entre autres avec donc cette période où la grippe fait rage dans beaucoup de localités et également la saison des pluies. Pour ces délégués, les investisseurs ne doivent pas imposer un plan de fer à l'État. Même donc si plusieurs sont donc tenus pour donc plusieurs réunions ont été tenues même pour sur la question. Il utilise également de l'usine pour gérer le cas donc de rupture de certains produits dérivés, mais également de régler le social des travailleurs de l'entreprise Médis qui est en train de souffrir. C'est la situation qui prévaut à l'entreprise Médis sur la route de Rufisque. Nous avons parlé la rédaction de la FM. Merci à vous. Elle Juste Thiam qui revenait sur l'annonce de la relance de l'industrie pharmaceutique par le chef de l'État. Les travailleurs de l'industrie Médis Sénégal qui prennent acte et attendent son effectivité. Exactement 12h18 au ministère de la Santé et de l'Action sociale. L'info, c'est ici. Et nous allons parler de la liste des victimes de la Covid-19 qui s'allonge de jour en jour et comment 3 décès supplémentaires sont annoncés ce jeudi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le bilan cas passe à 156 morts pour 8481 cas diagnostiqués positifs, 112 nouvelles contaminations sont révélées ce matin, 130 patients ont été déclarés guéris ce jeudi, mais 38 sont encore réanimation. Le point du jour avec Dr Mamoudou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1173 tests réalisés, 112 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,55%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 84 cas contacts suivis par nos services, 28 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les zones ou localités suivantes: Rufisque 4, Mbao 3, Mamel 2, Mermoz 2, Ouakam 2, Vélingara 2, Cité Impôts et Domaines 1, Grand Dakar 1, HLM Grand Yoff 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Parcelles Assainies 1, Pikine 1, Pout 1, Sangalkam 1, Yeumbeul 1, Ziguinchor 1 et zone A1. 130 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 38 cas sont admis en service de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 15 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 8481 cas ont été déclarés positifs, dont 5735 guéris, 156 décédés et donc 2589 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un bon rétablissement aux autres patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle au passage la nécessité absolue de respecter le port de masque, la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le lavage fréquent des mains, tout en incitant aux personnes ayant ou souffrant de certaines maladies de respecter le traitement et les rendez-vous. Je vous remercie de votre attention.
À l'instant, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, progression fulgurante de la Covid-19 à Ziguinchor, la région a enregistré une dizaine de cas communautaires en 72 heures, une situation inquiétante pour les autorités médicales confrontées ces derniers jours au refus de certains cas positifs d'être internés. 175 cas positifs, dont 69 cas communautaires. Ziguinchor devient-elle un nouvel épicentre de Covid-19? Les détails avec vous, Ignace Dey. Il ne se passe plus un jour sans que la région de Ziguinchor n'enregistre de cas positifs de Covid-19, des cas communautaires en cascade. Ces derniers jours, la région est plongée dans une zone rouge dans cette pandémie. 10 cas de transmission communautaire enregistrés ces dernières 72 heures dans la région, avec un record de 7 cas détectés hier mercredi. Le coronavirus progresse à un rythme effréné dans cette partie sud du pays. Ce sont d'ailleurs 69 cas communautaires qui sont détectés dans la région depuis le début de la pandémie, sur un total de 175 cas positifs de Covid-19. Sur ces 69 cas de transmission communautaire, Ziguinchor détient d'ailleurs le triste record de 52 cas de cette redoutable transmission communautaire. Le reste réparti dans les deux autres départements de la région, Bignona et Oussouye. Une situation inquiétante pour une région qui compte actuellement une trentaine de cas sous traitement. 39 malades atteints de Covid-19 internés dans les centres de traitement à Ziguinchor. Autre difficulté, pas des moindres, pour le corps médical constaté ces derniers jours, c'est le refus de certains cas positifs qui rechignent à rejoindre les centres de traitement. Il faut d'ailleurs d'âpres négociations pour convaincre ces personnes malades de Covid-19 qui refusent d'être internées, nous souffle une source médicale. 175 cas positifs, dont 69 communautaires, 39 malades sous traitement dans les centres de traitement et 4 décès enregistrés depuis le début. Ce sont là les tristes chiffres de la Covid-19 dans la région de Ziguinchor, qui est en passe de devenir un autre épicentre de cas communautaires. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, parlons de la riposte. Un atelier d'orientation des journalistes sur l'engagement communautaire s'est tenu à la région médicale de Diourbel. Il s'agit d'échanger sur la communication en période de crise. Madame Sokhna Ndiaye Ndour du CNEPS, Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, est avec Adama Ndiaye. Dans la communication de crise, il y a des préalables. Il faut prendre certaines dispositions, mais il faut aussi engager les populations, parce que c'est ça qui peut nous aider donc à faire adopter les comportements. Et je pense que là, les journalistes ont joué un très grand rôle. En tout cas, nous-mêmes, on a beaucoup appris de vous, et c'est une formation qui est en train de se faire dans les 14 régions du Sénégal. Mais j'avoue que Diourbel quand même a été très pertinent par rapport aux interventions. Attendez-vous de cette forme? Que demain, vous qui êtes nos partenaires, que vous puissiez nous appuyer, mais que vous puissiez aussi sensibiliser la population à mieux comprendre et à adopter les mesures barrières. Parce que c'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie. Parce que s'il y a une seule personne qui refuse d'adopter les mesures barrières, cette personne peut propager la maladie, et donc notre travail va encore durer. Et je pense que présentement tout le monde en a assez de la Covid, et tout le monde voudrait donc revenir donc à nos habitudes, à notre façon de vivre qui était très heureuse. Mais tant que cette maladie est là, peut-être nous serons obligés d'utiliser ces mesures barrières. Et puis nous allons parler de la fête de l'Aïd el-Kébir, la Tabaski, qui sera célébrée dans un contexte de pandémie. Aucune pénurie d'oignons ne sera notée durant la période de Tabaski. Le marché sera bien approvisionné, rassure l'agence de régulation des marchés. L'agence qui a averti cependant, aucune hausse ne sera non plus tolérée. L'ARM était dans la zone des Niayes pour évaluer les stocks d'oignons disponibles et fixer les prix justement fixés à 325 francs le kilogramme. Les producteurs de Potou s'engagent à respecter les prix conseillés. Louga, Lamine Guessaman. En mission dans les zones de production pour évaluer les stocks d'oignons disponibles, l'agence de régulation des marchés rassure. Pour la Tabaski 2020, le marché sera bien approvisionné. Rien que dans la zone de Potou, les récoltes attendues sont estimées entre 90 000 et 100 000 tonnes, largement supérieures aux besoins
besoins des consommateurs durant cette période. Le prix aux producteurs est fixé à 325 francs le kilogramme. Attention, l'État ne tolérera aucune hausse. Babacar Semben est de l'Agence de régulation des marchés. Au niveau de Potou, où c'est la variété Sonsa, il y a assez de périmètres cultivés. D'après les perspectives, ils attendent à peu près 90 000 tonnes d'oignons qui seront récoltés d'ici la fin de la Tabaski. En comparaison avec les besoins du marché qui tournent autour de 25 000 tonnes, 30 000 tonnes, on peut dire ici que véritablement le marché sera correctement approvisionné. Maintenant, l'autre point, le pourquoi nous sommes là, c'est de faire de sorte que les producteurs puissent respecter les prix. Il y a un prix conseillé qui a été fixé, c'est 325 francs. Nous les invitons à ce qu'ils respectent ces prix-là au profit de tout le monde. C'est vrai que l'État protège le producteur, mais aussi il y a les consommateurs qui sont là. Il faudra aussi penser à ces gens-là. Le président national de l'interprofession de la filière oignon invite ses protégés au respect strict des prix conseillés pour éviter les problèmes qu'ils ont vécus l'année dernière. La hausse des prix de l'oignon à la veille de la Tabaski avait conduit l'État à lever la mesure de gel des importations d'oignons, ce qui leur avait valu un manque à gagner énorme. Mamadou Ba dit Djamiodi. Il y a plus de 50 francs sur le prix aux producteurs de l'an passé. C'est une bonne chose pour nous producteurs. Seulement, je les invite à tout faire pour que le pacte de confiance avec l'État ne soit pas rompu. Évitons la spéculation car l'État est là pour le producteur, mais aussi il est là pour le consommateur. En tout cas, rien que pour cette campagne hivernage, nous attendons au minimum 100 000 tonnes. Selon le responsable de l'ARM, l'État, via le ministère du Commerce, a pris toutes les dispositions pour que le marché soit correctement approvisionné. Un arrêté sera pris sous peu et les prix chez les commerçants grossistes et détaillants seront fixés. Lamine Gueye, Saman Louga, Sud FM. Lamine Gueye Saman, à l'approche de la Tabaski, les petits métiers se développent dans les points de vente. C'est le cas des laveurs de moutons. Un travail qui rapporte bien, nous dit Fatou Barry dans ce reportage. Âgés entre 7 et 12 ans, ces jeunes garçons se débattent pour laver deux gros béliers solidement attachés, le robinet coulant à flot, la bassine remplie à ras-bord. Il ne manque plus que le savon pour démarrer l'opération bichonnage. Laver des moutons, c'est devenu le quotidien de ces jeunes garçons au profil bien différent. Chez ces apprentis laveurs, on semble même faire dans le bénévolat. Hassan Sidibé dit Biro, leur mentor, lui en a fait un business et ça rapporte gros avec l'approche de la Tabaski. Seulement, le point de vente n'étant pas totalement bien approvisionné, Biro reste toujours sur sa faim. Par contre, l'approvisionnement en eau ne semble pas poser de problème et on peut même se permettre de la gaspiller sans crainte de recevoir une facture bien salée. Dans ce point de vente installé sur les deux voies de face, les activités se déroulent normalement et les laveurs de moutons se frottent bien les mains. Adji Fatou Barry, l'actualité c'est aussi les amis de la nature de Tambacounda qui invitent la puissance publique à dépoussiérer le dossier du transfert d'animaux du parc national de Niokolo-Koba à la réserve de Bandiaï il y a 20 ans. Il n'y a eu aucun retour d'animal depuis lors et les populations riveraines du parc national de Niokolo-Koba veulent être édifiées. Madi Ndiaye est le président de l'association régionale des amis de la nature de Tambacounda. Il répond à Boubacar Tamba. Oui, il y a eu des transferts d'animaux entre la réserve de Bandia et le parc national de Niokolo-Koba à son temps. Quel type d'animaux? Il y avait les élans de Derby, qui est la plus grande antilope du monde, qui ne se trouve qu'ici en Afrique et au Sénégal et dans le Niokolo-Koba. Il y a eu les coqs de Buffon, les coqs de Fassa, les buffles. Quand j'ai visité la dernière fois Bandia, parce que je suis guide aussi de tourisme, je n'ai pas vu les coqs de Fassa, je n'ai pas vu les coqs de Buffon, et je n'ai pas vu aussi les élans de Derby. Alors, où ils sont passés, on ne sait pas. Quand vous regardez un peu à son temps, nous avons eu à perdre pour beaucoup d'animaux pendant la capture. Les gens n'en parlent pas, n'en ont pas parlé. Les populations se sont soulevées et barré la route à son temps
parce qu'ils n'étaient pas informés, bien sûr, de ces événements-là. Alors que nous aussi, les populations riveraines, on fait partie de la gestion de ce parc. Si aujourd'hui, on parle d'oryx, c'est bien vrai, on peut parler d'oryx. Mais combien d'animaux ont été perdus pendant la capture, après la capture? Aujourd'hui, on n'en parle pas. Et ces animaux n'ont pas survécu? Les animaux-là, ils ne sont pas là-bas à Bandia. Quelqu'un n'a pas voulu dire qu'il a vu des élans de derby à Bandia. Il y a les élans du Cap qui viennent d'Afrique du Sud. Mais il n'y a pas d'élan de derby, il n'y a pas de cope de Bufo, il n'y a pas de cope de Fassa à Bandia. On les a perdus dans le parc de Niokolo-Koba et on les a perdus à la réserve de Bandia. Bien sûr, on les a perdus dans les deux côtés. Qui est responsable de cela? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que les populations de Tamba ont été dédommagées pour ça? Personne n'en parle. Ce qui est sûr, cela aussi, c'est à mettre sur la table. Il faut situer Ce débat-là aussi doit être posé. Il faut situer les responsables et dire à quand le retour de ces animaux, parce que dans la convention, il est prévu des choses. Qu'on revienne sur ça, qu'on nous dise clairement les choses aussi. On demande cela pour Tambacounda aussi, pour la région de Tambacounda, pour le parc national du Niokolo-Koba. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Au Mali, dans le cadre de la médiation sur la situation socio-politique tendue qui prévaut dans le pays suite aux manifestations de certains Maliens contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, une forte délégation conduite par l'ancien président nigérian Jonathan Goodluck est composée par des présidents des cours constitutionnels et diplomates de quelques pays de l'Afrique de l'Ouest sont à Bamako depuis mercredi pour étudier les possibilités de sortie de crise. En République démocratique du Congo, le bilan des dernières manifestations des membres du parti présidentiel UDPS à Lubumbashi contre la désignation de Ronsard Malonda à la tête de la CENI est revu à la hausse dans un communiqué rendu public mardi. Des ONG de défense des droits de l'homme, dont Justicia ASBL, avancent les chiffres de 7 morts, dont 4 corps repêchés dans la rivière Lubumbashi 2 jours après la marche. Selon ces ONG, il y aurait eu également 23 personnes blessées et 30 personnes seraient toujours portées disparues. Toutes ces victimes seraient formellement identifiées comme membres de l'UDPS. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Dr Maurice Soudieck-Dione. Il se nomme, il revient sur la décision prise par le chef de l'État d'exiger la déclaration de patrimoine à tous les membres du gouvernement sénégalais. Le choix du moment s'explique pour des raisons politiques liées aux nombreux scandales, des difficultés qui entachent l'image du régime en place. Aujourd'hui, Macky Sall veut reconstruire son image pour l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. On est plus dans la communication et la manipulation politique. Dr Maurice Soudieck-Dione avec El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Dr Maurice Soudieck-Dione. Bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. Alors, docteur, le chef de l'État Macky Sall hier a demandé à ses ministres de faire la déclaration de patrimoine avant fin août 2020. Alors, comment peut-on interpréter cette annonce du chef de l'État? Oui, je crois que c'est une annonce du chef de l'État qui appelle un certain nombre de remarques. D'abord, il faut préciser que le gouvernement a été mis en place avec le décret 2019-762 du 7 avril 2019 fixant composition du gouvernement. Et donc, depuis le 7 avril 2019, c'est-à-dire plus d'un an après, 1 an et quelques mois après, on demande au ministre de procéder à la déclaration de patrimoine. Donc déjà, ça pose un problème. Plus d'1 an après la prise du décret fixant la composition du gouvernement. Deuxième précision par rapport à cela, il faut d'abord dire que l'article 37 de la Constitution, qui fixe le serment du président de la République libellé ainsi qu'il suit, devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer fidèlement, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Et ce même article 37, en son alinéa 3, précise
le président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique. Donc, jusqu'à présent, est-ce que le président de la République a fait sa déclaration de patrimoine? Est-ce que cette déclaration de patrimoine a été rendue publique par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l'article 37 alinéa 3 de la Constitution? Personnellement, je ne suis pas encore au courant de cette déclaration rendue publique de patrimoine du président de la République. Donc déjà, ça pose un problème parce que la mission du leader, c'est de prêcher par la pédagogie de l'exemple. Ne pas dire faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je crois que c'est plutôt de dire suivez-moi plutôt que allez-y, je suis derrière. Donc, encore une fois, le président de la République, avant de dire au ministre de procéder à la déclaration de patrimoine, doit lui-même déclarer son patrimoine et que ce patrimoine soit rendu public parce que c'est une disposition de la Constitution, en l'occurrence l'article 37 alinéa 3, et que le président, avant de prendre fonction, a juré devant Dieu et devant la nation de remplir fidèlement la charge de président de la République, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Alors, comment peut-on expliquer le choix du moment? Le choix du moment peut s'expliquer pour des raisons politiques, parce qu'en réalité, il y a eu plusieurs scandales qui ont été révélés à l'opinion sur la gestion de la pandémie du Covid-19, sur le scandale récent lié au gazelle Oryx et à tant d'autres scandales sur les questions foncières, sur les affaires décidément qui se multiplient et qui sont portées à l'attention de l'opinion publique sénégalaise et qui sont autant de goulots d'étranglement, autant de difficultés qui entachent l'image du régime en place. Et il faut dire que le président de la République, en 2012, avait été élu sur une base essentielle, c'était de changer la gouvernance du président Abdoulaye Wade, qui était une gouvernance pétrie de népotisme, de clientélisme, de violation et de négation des droits et libertés. Et sur ce plan-là, on a pensé qu'avec l'arrivée du président Sall, il y aurait eu des avancées significatives, et cela n'a pas été le cas. Les difficultés les plus marquantes par rapport à la gestion du régime du président Sall, c'est justement sur ces questions relatives à la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, c'est une façon de reprendre un peu l'initiative, mais je crois qu'on est plus dans la communication politique, dans la manipulation politique, mais que cela ne traduit pas une réelle volonté d'appliquer les règles de la bonne gouvernance, parce que le président est au pouvoir depuis maintenant un peu plus de 8 ans, et on attend de voir ce qu'il n'a pas fait pendant 8 ans, parce qu'il a eu l'obsession de la réélection en reconduisant les mêmes pratiques que son prédécesseur. Eh bien, je pense que ce n'est pas maintenant qu'il va commencer à le faire. L'autre aspect, c'est aussi, est-ce que cette volonté tout d'un coup de demander aux ministres de faire leur déclaration de patrimoine, est-ce que ça ne traduit pas l'expression de lutte intestine liée à la succession pour essayer de plomber certaines fortunes douteuses qui auraient des ambitions présidentielles et qui seraient dans le gouvernement? Ça aussi, c'est une stratégie qu'il faut envisager. Dernière hypothèse, dernière chose, c'est que aujourd'hui, on a publié dans ce même contexte les rapports de l'IGE. Je rappelle que les rapports de l'IGE, comme les rapports de la Cour des comptes, sont en principe conformément à la loi des rapports annuels. Donc, il est complètement scandaleux que des questions aussi vitales que des questions de bonne gouvernance, que l'on puisse rester 3, 4, 5 ans sans que des rapports ne soient produits par les instances qui ont été mises en place pour cela et qui sont entretenues avec l'argent du contribuable pour effectuer ce travail-là. Docteur Maurice Soudieguene, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB. La
revue de la presse. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Wolf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. Compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous offrent la revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La réunification de la famille socialiste, l'une des dernières volontés de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, avant son évacuation en France, où il a succombé des suites d'une longue maladie. Une année après sa disparition, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que c'est encore le statu quo concernant cette dernière volonté. D'ailleurs, même les positions affichées par les uns et les autres ne militeraient pas pour une concrétisation de ces retrouvailles souhaitées par l'ancien président du Conseil des collectivités territoriales. En tout cas, pour nos confrères de Sud Quotidien, l'actuel secrétaire général par intérim, Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie, s'étant confortablement assis aux côtés du président Macky Sall, l'ancien maire de Dakar s'est emmuré dans un silence assourdissant et ses camarades n'ont toujours pas oublié les raisons de leur entrée en rébellion contre les actuels tenants de la Maison des Verts. Et qu'en est-il des chocs d'ambition qui avaient poussé Aïssata Tall Sall et Moussa Bocar Thiam à claquer la porte du Parti socialiste? Tout cela pour dire que ces retrouvailles sont toujours hypothéquées. La réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue hier, tous les quotidiens en parlent aujourd'hui. Sud Quotidien commence par nous dire qu'hier, le chef de l'État Macky Sall, qui a informé le Conseil avoir reçu les rapports sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes produits par l'inspection générale d'État, et sur ce, il a invité le gouvernement à engager en rapport avec l'inspection générale d'État, le bureau d'organisation et méthode et le contrôle financier, les diligences appropriées en vue de finaliser une nouvelle doctrine de pilotage des administrations de mission, des administrations décentralisées et du secteur parapublic afin de relever définitivement l'efficience et la qualité du service public. Ensuite, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, le chef de l'État Macky Sall a demandé aux membres du gouvernement de procéder à leur déclaration de patrimoine avant fin août 2020. Donc, retenons avec nos confrères du journal Enquête que tous les
ministres ont 45 jours pour faire leur déclaration de patrimoine. Macky fixe un ultimatum à ses ministres. C'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Vox Populi et nos confrères d'ajouter que ces ministres ont jusqu'à la fin du mois d'août pour faire leur déclaration de patrimoine à l'OFNAC. Le président de la République farfouille chez ses ministres. Macky donne un deadline aux membres du gouvernement. Ces informations sont contenues dans le journal Wa Grand Place. Pour nos confrères du quotidien LAS, c'est comme qui dirait que le président de la République veut mettre fin aux réticences contre la déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Et pourtant, nous disent nos confrères de Wa Grand Place, d'autres personnalités sont aussi concernées. Nos confrères nous parlent notamment du président de l'Assemblée nationale, du premier questeur de l'Assemblée nationale, du président du Conseil économique, social et environnemental. En tout cas, par rapport à cette obligation de déclaration de patrimoine, nos confrères de 24 heures trouvent que c'est une honte pour la République, mais il faut signaler avec le quotidien Le Soleil que d'autres mesures ont été prises en réunion du Conseil des ministres. Nos confrères nous parlent notamment de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse et le chef de l'État demande au ministre de la Communication de finaliser dans les meilleurs délais la mise en œuvre optimale de la nouvelle convention. Nos confrères nous parlent aussi de la relance dans les meilleurs délais des activités de l'usine pharmaceutique Médis Sénégal. Le bradage du littoral continue de plus belle. Ce sont nos confrères du journal Tribune qui nous le font savoir. En effet, ils nous informent qu'une partie de la plage Anse Bernard a été cédée à un privé sud-africain. Selon nos confrères, l'État a vendu 3 hectares à une société sud-africaine pour l'érection d'un hôtel de 5 voire 7 étoiles. Et d'après toujours nos confrères, ce site a été déclassé par décret présidentiel, lequel décret renseigne qu'un terrain de 3 hectares a été délesté du domaine public maritime au profit d'une firme sud-africaine. Une plainte pour enlèvement et menace avec armes, c'est ce à quoi devrait faire face Cheikh Tidiane Sy, le fils de Serigne Moustapha Sy, responsable moral des Moustarchidine wal Moustarchidati. Nos confrères du journal Les Échos nous informent qu'il est accusé par Oumar Sy, un disciple qui est au service de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum depuis longtemps, de l'avoir menacé avec une arme, enlevé et conduit de force chez son père Serigne Moustapha Sy. Ce dernier s'intéresserait à la maison de feu Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, sise à Fass Manguier, à côté du domicile de Ahmed Khalifa Niass. Et cette affaire, nous disent nos confrères du journal des Échos, aux allures de scandale, a choqué la famille Sy et personne n'arrive à comprendre l'attitude de Serigne Moustapha Sy. La section de recherche a neutralisé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue sur l'axe Rabat-Dakar. L'information figure dans le journal Libération. Nos confrères qui nous parlent de cette affaire nous indiquent que 2 étudiants marocains inscrits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient au cœur de cette mafia. Également dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cette saisie de la douane sénégalaise qui a démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de véhicules volés en France. Et hier, la subdivision des douanes du port autonome de Dakar a mis la main sur 12 véhicules qui étaient dans des conteneurs déclarés en transit vers la sous-région. Terminons par nos confrères de Rewmi Quotidien qui nous donnent des nouvelles de ce Sénégalais établi en Italie qui avait détourné et tenté d'incendier un bus scolaire. Ousseynou Sy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été jugé et condamné à 24 ans de prison. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 mm lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. L'on nam ci tube orange wala tube télécom, fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi. Amit capacité de production bu doy. Loo ci soxla rek ñu defal la ko. Ba noppi it dañ lay jàppale ci rapport qualité prix. Toppatoo la xool say bëgg-bëgg gunge la jàppale la am nañu équipe bu dynamique boo xam
xam ne loolu rek moo ko tax a jug dañuy fexe client bi bëgg lool di kontaan lool lu ñu la jox nga ne gongo. compagnie sénégalaise industrielle de PVC ña nga ca domaine industriel de Diamniadio lo numéro 66 appelez-nous au 33 950 54 54 woo leen ci 33 950 54 54 70 569 03 69 70 638 00 71 mail csip@csip.sn. Visitez notre site web www.csip.sn. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, fibrociment pour toiture. boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon, profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24. ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. CSIP et les établissements Mbaye et Frères vous ont offert la revue de presse. Babacar Samb. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Modou Faye pour le journal Wolof. Sud FM, toujours